compliqué parce qu'à ce moment-là, on t'a dit. Mais comme tu veux pas écouter. Tu veux trop vite grandir, voilà. Mais bon, on a pu gérer ce problème. Puis, c'est une leçon, en fait. Aujourd'hui, ce que moi, je veux apporter de nouveau, c'est de travailler directement avec ces producteurs-là, suivre un peu comment ça se passe, la procédure. On n'utilise pas assez de pesticides, ce sont des produits de qualité parce que nous, on couvre toute la chaîne de valeur. Mais vouloir prendre ce projet pour te l'approprier alors que c'est pas ton projet. Donc, il y a ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré, j'étais dégoûtée. Il restait un peu, j'allais dire, bon, ça va, on stoppe tout. La preuve, il y avait le mariage de ma grande sœur le mois passé, j'étais même pas là. Le mariage de ma sœur, j'étais pas là. Mais qu'est-ce que tu faisais? J'avais un rendez-vous super important Qu'on ne voulait pas décaler. que je ne pouvais pas décaler malheureusement. Bonjour et bienvenue dans Vingtaine d'Audace, le podcast qui célèbre celles et ceux qui, dans la tempête comme dans l'élan, ont choisi d'oser. À l'âge des grandes premières fois, des doutes, des grands premiers questionnements, ici, on tend le micro à ces jeunes vingtenaires, ces jeunes voix qui ont choisi de tracer leur propre voie. Entrepreneurs, carriéristes, salariés, engagés dans le social, bâtisseurs de rêves et d'avenir, chaque épisode est un moment suspendu pour parler d'élan, de résilience, d'échecs, de succès et surtout d'audace. Bienvenue dans cette traversée. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une jeune entrepreneure de 20 ans qui est fondatrice de Proxy Market Co. La vision de sa structure, rapprocher les commerçants locaux des ménages. Elle s'engage à mettre à disposition des ménages des produits frais, sains, afin de garantir une qualité de produit efficace, haute et de permettre la satisfaction des populations. Je n'en dirai pas plus, on laissera Laura, qui est aujourd'hui présente, se présenter en long et en large et je vous invite à suivre attentivement cet épisode. Vous apprendrez beaucoup sur le lancement d'une grande structure. Je suis toute oui à l'idée de commencer cet épisode et j'espère qu'il vous plaira tout autant qu'il me plaira à moi. Alors, bienvenue Laura. Merci. Je suis très contente de te recevoir, franchement. Moi aussi. Je suis épatée, en fait, par ton parcours. Je suis un petit peu plus âgée que toi, un petit peu beaucoup plus âgée que toi, mais il y a beaucoup de choses que j'ai quand même jamais osé faire, que tu gères très bien. Ça force le respect et l'admiration. Alors, moi, je suis contente déjà qu'on initie l'idée de faire un épisode ensemble. Je sais que ça va beaucoup servir aux gens. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter, comme j'ai dit. Noura, c'est qui? Noura fait quoi? C'est quoi ses valeurs? Nora, c'est une jeune dame. Déjà, à l'état civil, je suis Nora Ayeseka Nora Mariam. Je suis étudiante en journalisme et entrepreneur. Déjà, je suis croyante, ça se voit. Je suis travailleuse, pas très flémade, dynamique et puis un peu chiante. Un peu chiante? Oui. Chiante dans quel sens? Je suis un peu chiante parce que quand je veux qu'on fasse quelque chose, je veux qu'on fasse ça comme je l'ai dit, que ça soit droit. Et quand c'est pas forcément comme je veux, je peux être un peu chiante dans ce Si tu dois être une chef d'entreprise stricte, difficile à gérer par les employés. Pas forcément. Des fois, on peut s'amuser, mais quand il y a le travail, je veux que ça se fasse bien. C'est bien, c'est super. T'es rigoureuse, Exactement. t'es très alignée, vision et puis plan, concrétisation, action. Genre, ce que tu veux doit être aligné avec ce qui se fait pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Exactement. Et ça, c'est super. On a présenté Proxy Market Group brièvement. C'est l'entreprise de Noura. Comment est-ce que Proxy Market naît? C'est quoi la genèse? Proxy Market est né déjà, c'est parti d'un constat et puis aussi d'une histoire personnelle. Oui, parce que moi, j'ai grandi, une anecdote, hein, j'ai grandi avec ma grand-mère et c'était une commerçante. Elle partait en brousse, elle partait chercher ses produits et elle venait les vendre au marché. Ensuite, au fil du temps, elle a commencé à vieillir et puis tout d'un coup, elle a arrêté le marché parce qu'elle a eu des problèmes aux pieds. Et donc, c'était moi qui prenais la relève. Je partais à l'école. Donc, c'était un peu plus compliqué pour moi de partir à l'école, jongler le marché et l'école, c'était un peu plus compliqué. Et puis, bon, sa maladie, c'était qu'elle avait développé le diabète parce que ce qu'elle mangeait n'était pas sain. Donc, après tout ça, moi, je me suis assise et puis je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Parce qu'au final, on part au marché, on achète ce qu'on trouve, pas ce qu'on veut forcément. Et parfois, ce sont dans des conditions vraiment insalubres. Et je me suis dit, pourquoi pas rapprocher déjà ces marchés-là de nos quartiers et avoir des produits de qualité, des produits sains. Parce que je voyais à quel point ma grand-mère elle partait chercher les produits. Aujourd'hui, ce que moi, je veux apporter de nouveau, c'est de travailler directement avec ces producteurs-là, suivre un peu comment ça se passe, la procédure. On n'utilise pas assez de pesticides, ce sont des produits de qualité parce que nous, on couvre toute la chaîne de valeur. Donc, c'est de là que l'idée est partie. Je me suis dit, bon, OK, je vais me lancer dans la vente de produits alimentaires, mais je vais moderniser ça. Je vais rendre ça plus hygiénique tout en rapprochant ces produits-là des personnes.
dans des quartiers. Donc, c'est de là que l'idée est partie. C'est un constat. Il n'y a pas assez de marché dans les quartiers. Souvent, ces produits qui sont sur des tables de nos mamans, ce sont des produits qui sont mis en vrac à la merci des mouches. Le marché dans les quartiers, souvent, ces produits qui sont sur des tables de nos mamans, ce sont des produits qui sont mis en vrac à la merci des mouches. Et c'est pas assez consommable. Donc, il y avait l'hygiène qui manquait, la qualité des produits, les longues distances entre le marché et les quartiers, et puis aussi le prix. Donc, c'est de là que l'idée est née. Et j'étais jeune. Bon, je suis toujours jeune, mais j'étais un peu plus moins jeune. Et C'était il y a combien de temps? tout a commencé en 2019. Ok, là, tu avais quel âge? J'étais en troisième. Je me rappelle que j'étais en troisième. Mais l'âge, je ne sais plus. Bon, j'ai 20 ans. Peut-être qu'on va... Moi, en 2019, t'es à 6 ans. voilà. Donc, je suis avec 14. Voilà. Avec 14 ans. Ok. Donc, c'est en ce moment-là, ça a commencé. Mais on m'a dit, concentre-toi sur l'école. Tu n'es pas faite pour être commerçante. Et moi aussi, bon, après, je me suis dit, peut-être que c'est vrai. Mais ce petit côté-là me disait, ne baisse pas les bras. Vas-y. Donc, je me concentrais sur l'école. Et puis, j'avais toujours cette idée-là en tête. Donc, j'ai rencontré une personne quelques années plus tard quand j'étais en première année universitaire. Là, c'était un peu plus aisé pour moi. Ma maman, elle me laissait la possibilité de faire ce que je voulais. Voilà. Donc, j'ai rencontré une personne à qui j'avais expliqué mon projet. Cette personne a bien aimé mon projet. Et puis, il a dit, bon, pourquoi pas t'aider? Moi, je crois en ton projet. Je crois que c'est quelque chose qui peut donner. Et c'est de là qu'on a commencé à travailler. On a fait une première phase, la phase pilote. On a testé, on a fait l'étude du marché, on a demandé aux personnes qui sont venues acheter comment on veut trouver, est-ce que c'est bon, c'est une bonne idée, est-ce qu'on peut reproduire ce genre de modèle un peu partout. Ils ont dit oui. Et c'est de là qu'on a décidé de franchiser nos marchés de proximité et nous reprendre un peu partout. Donc, c'est la petite histoire. Cette phase pilote-là, c'est menée à Abidjan? Oui, à Abidjan. À Abidjan, à Abata. Ok. D'accord. Donc, Proxy Market, en vrai, naît, je suis en troisième. Oui. Tu n'as que 14 ans. Mais autour de toi, c'est pas forcément qu'on ne te trouve pas crédible, mais pour les adultes qu'ils sont, pour des gens qui ont déjà vécu ces choses-là, qui sont déjà passés par pas mal de choses, ils se disent que ça peut être lourd à gérer quand même pour une adolescente. Mais toi, tu ne lâches pas tomber ton idée. Non. Tu gardes le truc en tête. Ça continue de grandir dans ton esprit. Et quand tu entres à l'université, en première année, comme les idées n'aiment pas être orpheline, tu rencontres quelqu'un qui va épouser ton idée. Et c'est avec cette personne que vous commencez à lancer des prototypes que vous allez tester et à partir desquels vous allez décider d'étendre le marché, etc. En fait, je répète pour être sûre que j'arrive à bien suivre parce que j'exagère peut-être un peu, mais mon esprit refuse d'accepter l'idée qu'à 14 ans, tu as envie de faire des selfies, de justement même savoir utiliser Snap. Donc, c'est sur TikTok, c'est en 2019. Je rappelle que en 2019, j'avais pas de WhatsApp parce que ma maman ne m'avait pas autorisé à... Moi, j'avais un téléphone, j'avais un Android, mais j'avais pas de WhatsApp. C'est quand j'ai eu mon BEPC que j'ai eu mon WhatsApp pour la première fois. Donc, voilà, un peu. J'imagine que tu n'avais pas TikTok et consorts. Non, je savais même pas que TikTok existait. Ah, mais finalement, c'est pas du tout bien d'élever ses enfants comme ça. Ouais, je pense que c'est quelque chose que je vais garder à l'esprit aussi. Il faudrait bien d'élever ses enfants comme ça. Mais alors, comment tu vis l'expérience du lancement? Je veux dire, lancer une structure, il y a toute la paperasse à gérer, il faut que ce soit déclaré, etc. Comment est-ce que toi, tu vis l'expérience du lancement après que les sondages, après le lancement des prototypes soient concluants? Comment tu gères la suite? Cette étape était vraiment compliquée pour moi. Je vais pas le cacher. C'était vraiment compliqué concernant les démarches administratives déjà, parce que j'avais pas l'expérience, j'avais pas la connaissance. Je savais même pas que quand on lançait un projet, il fallait le déclarer. C'était un peu, j'étais un peu perdue. Mais la personne que j'ai rencontrée tantôt, cette personne était déjà dans l'entrepreneuriat. Donc, la personne m'a dit, il faudrait qu'on déclare l'entreprise. L'entreprise, tu crées, tu déclares. S'il y a des personnes qui sont actionnaires, tu déclares ces personnes et tout. Et donc, c'est de là qu'on a commencé à faire les démarches de la création de l'entreprise. Hormis ça aussi, il y avait un petit problème concernant l'installation du kiosque. Parce que quand tu installes un kiosque, faut t'assurer que c'est pas sur des voies publiques, si tu n'es pas en désaccord avec la mairie. Parce que je me rappelle, on a eu installé une fois notre kiosque où la mairie est venue mettre de trucs rouges. Les inscriptions posées que ça a détruit. À détruire. Donc ça aussi, c'était une phase où il fallait vraiment prendre sur moi, être résident. Et j'ai pas passé les bras parce que c'était un peu plus compliqué. Parce qu'à ce moment-là, on t'a dit. Mais comme tu étais, tu veux pas écouter. Tu veux trop vite grandir, voilà. Mais bon, on a pu gérer ce problème. Puis c'est une leçon, en fait. Donc, depuis ce jour, on a su maintenant que quand on veut installer un kiosque ou on veut s'installer dans un espace public, il faudra déjà aller voir la mairie, prendre l'autorisation à la mairie, pouvoir s'installer. Donc, ce sont des expériences aussi que j'ai acquis. Donc, voilà.
Pendant que tu es dans ta procédure de lancement, tu es dans la paperasse, tu es dans tous ces procédés, comment est-ce que ta famille gère? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'encouragent dedans? Ils essaient un petit peu de te dire: «Écoute, replie un peu, laisse-toi vieillir et puis après tu reviens». Non. Déjà, après le décès de ma grand-mère, on m'a laissé voler un peu de mes propres aides parce que j'étais comme, un œuf auprès de ma grand-mère et quand elle est décédée, bon, après ma maman elle a dit: «Bon, je vais te laisser un peu, fais ce que tu veux faire». Donc elle m'encourageait, elle m'encourageait. Il y a mon papa qui disait que: «Faut te concentrer un peu sur l'école, faut pas aller là-bas parce que tu sais pas, ça va te retarder, on sait jamais». Mais après quand il a vu que c'était vraiment sérieux et ce que je faisais, c'était vraiment quelque chose qui avait de l'avenir, quelque chose qui a de l'avenir, il m'a encouragée tout de suite aussi et depuis ce jour, quand je veux faire quelque chose, je prends l'avis des parents: «Ah, je veux mettre ça dans le projet. Est-ce que c'est bien? Est-ce que toi tu penses que c'est bien? Non, ça c'est pas bon, mais fais ci, fais ça va aller». Donc aujourd'hui, avec ma famille, je vais dire on travaille en symbiose ici parce qu'ils m'aident beaucoup, pour le développement de mon proposition. Là, je réfléchissais puis je me suis dit: «Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite dans les questions de détails?» Mmh. J'aurais dû te laisser présenter en long et en large Proxy Market Group pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas l'idée et la vision derrière. OK. Donc je présente Proxy. Oui, vas-y, tu OK. dis, tu as déjà parlé de la genèse, du storytelling derrière, Mmh. mais ensuite, il faudrait nous expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est, comment ça marche, c'est quoi les plus-values, et cetera. Ah d'accord. Déjà, Proxy Market, comme je l'ai dit tantôt, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente de franchises et dans la distribution de produits alimentaires de proximité. Déjà, nous vulgarisons la distribution de légumes, fruits, viande, poulet, poissons, tout ça fourni dans des conditions d'hygiène optimales. Nos kiosques sont 100% autonomes et équipés de systèmes solaires pour pouvoir réduire le coût de l'électricité, de systèmes de réfrigération pour pouvoir maintenir les aliments au frais. Déjà, en franchise, nos kiosques coûtent 8 millions de francs CFA. Les 8 millions de francs CFA incluent le coût d'acquisition et les parts d'entrée de la franchise. Déjà, pour une personne qui est franchisée, la personne a un kiosque qui est 100% autonome, qui est lumineux. Il y a des installations solaires qui sont déjà installées. Il y a un congélateur, une climatisation, une caisse enregistreuse tactile à double écran pour pouvoir permettre à une personne qui n'est pas ici de pouvoir avoir la même mise sur son activité. Oui, parce que même à distance, tu peux piloter ton kiosque, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi d'autres équipements. On a mis en place un système de livraison écologique avec des vélos. Quand tu achètes le kiosque, il y a le vélo qui est mis à ta disposition. On a développé notre application Proxy Market. Donc, quand tu es franchisé, tu utilises également l'application. Tu as ton application pour toi franchisé. Il y a pour le client et puis pour les défauts aussi. Donc, avec tout ça, on met un premier approvisionnement à la disposition de ce franchisé. Donc, avec les 8 millions, tu as tout ça, plus l'accompagnement, parce qu'on t'accompagne sur les stratégies techniques, à la gestion du temps quand le personnel il est formé, parce que il y a la technologie qu'on utilise aussi pour mieux gérer notre kiosque. Donc, il y a tout cet accompagnement qui est mis à disposition du franchisé. Alors là, désolée, je t'ai coupé un peu, mais quand tu mentionnes 8 millions, on pourrait se dire là tout de suite, ah, 8 millions pour un petit commerce de quartier, c'est beaucoup. Mais quand je t'entends citer tout ce que tu as cité là, 8 millions, C'est vraiment c'est gagné en fait. Mhm. Si tu as les applications qui vont avec, tu as des livreurs, tu as un accompagnement, tu as un premier cet approvisionnement de ton kiosque, c'est quand même bien 8 millions. Oui. C'était juste mon petit commentaire en passant. Tu peux continuer. Donc, voilà. Donc, pour garantir déjà des produits frais, de qualité. Nous, on travaille directement avec des producteurs locaux. Donc, on travaille avec eux pour pouvoir fournir des produits vraiment de qualité, des produits sains. Et puis, à part ça, on a décidé aussi de mettre en place notre chaîne de restauration. Parce que quand une personne, on garantit, on apporte des garanties à nos franchisés. Donc, déjà, on garantit la récupération des produits qui sont invendus ou qui sont périssables. On les transforme, ça, on les prépare. Voilà pourquoi on a lancé notre chaîne de restauration. Parce que les produits qui sont en vente, on les récupère. Il y a un chef cuisinier qui va préparer ces aliments-là. On va les donner à des entreprises qui ont un personnel en quantité. Donc, aussi, notre chaîne de restauration, c'est pour venir couvrir ce petit côté-là. Ah, c'est très, très bien pensé. Parce que c'était la question que j'allais poser par la suite. Je me dis, mais c'est quand même des produits pour la plupart périssables. Donc, comment on gère quand on approvisionne, certes, chaque kiosque pour chaque franchise et puis qu'on se rend compte que peut-être parce que le kiosque est installé dans une zone pas propice, les produits ne sortent pas comme on l'espérait. Mais là, l'idée de les transformer pour les revendre, c'est vraiment, ça vient directement. Et en plus, pendant ma on question. n'installe pas un kiosque parce qu'il faut l'installer. Parce que avant d'installer un kiosque, on fait l'étude du marché. On n'installe pas les kiosques dans des endroits où il y a peut-être à 1 kilomètre un marché ou à 100 mètres, pardon, un marché. Donc, nous, on fait déjà l'étude du marché, on va en sillonne. Il y a des superviseurs qui vont sur le terrain pour voir est-ce que ce quartier-là, il y a une forte demande en produits, est-ce que ce quartier, il a besoin d'un marché. Donc, quand on voit que c'est un bon espacement, la mairie vient, si la mairie doit donner une autorisation, elle donne son autorisation et puis l'installation commence. Donc, déjà, on s'assure à installer nos kiosques dans des endroits très stratégiques pour éviter
les histoires de ça ne marche pas, ça sort pas. Mais avec tout ça, on apporte des garanties aussi. Donc, il y a déjà l'assurance, vous devez souscrire à une assurance mutualiste professionnelle en cas de force majeure. Et puis, nous, on garantit aussi la récupération des produits sans inventaire. Ça. Mais ça veut dire que si, par exemple, là, maintenant, moi, je veux avoir un kiosque. Comment est-ce que je procède? Je viens pour dire, ah non, j'habite, par exemple, au Grand Bassam, je veux qu'il y ait un kiosque de Proxy Market là-bas. Ou bien c'est vous, moi, je vous dis juste que je veux un kiosque. C'est vous qui, après, étude de marché, me suggérez des emplacements. Ça dépend de vous. Nous, on peut vous suggérer des emplacements. Et puis, il y a aussi vous, si vous souhaitez installer, par exemple, votre kiosque à Bassam, il y a une équipe qui va aller à Bassam, on voit l'espace où vous souhaitez installer. Ils vont faire l'étude pour voir est-ce que là-bas, il y a une rentabilité. S'il n'y a pas de rentabilité, on ne vous propose pas d'installer votre kiosque là-bas. Et nous, on peut vous proposer des espaces, par exemple, André, du Robité, il y a de nouvelles constructions là-bas. Et l'accès au marché, c'est vraiment difficile. Donc, nous, on peut vous proposer des petits espacements comme ça. Et puis, si vous partez, vous adhérez, on commence les démarches, les procédures administratives et puis l'installation. Est-ce que les prix des articles qui sont vendus dans les kiosques là sont pareils que voilà, les prix du marché? Une très bonne question. Déjà, on travaille avec des producteurs. Donc, nos prix sont en dessous du marché. On travaille à ce que, on travaille pour ne pas dépasser le prix du marché. S'il y a une hausse, s'il y a une inflation, le prix restera comme pour le marché, mais on ne va pas dépasser le marché. Donc, ce sont des produits de qualité à des prix très, très, très abordables. D'accord, c'est super. C'est en train de ressembler à une question-réponse, mais c'est super passionnant. On a besoin d'en savoir plus. Donc, c'est un peu dommage, mais après, on ira sur voilà, des trucs plus détendus. Un pareil projet là, pour le lancement, le financement initial de lancement. Comment tu l'évalues? Tu fais une étude préalable, tu définis approximativement un montant de financement initial. Ensuite, tu fais quoi pour avoir ce montant de financement? Déjà, on a évalué. On a fait une étude pour voir combien ça pourrait nous coûter. Et puis, pour le financement, comme j'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné un coup de pouce. Donc, on va dire qu'on a fait une histoire de 60-40%. Donc, c'est ça. Donc, une histoire de 60-40% pour le lancement du projet. OK. L'un encore 60, l'autre 40%. Oui, Vous rassemblez et puis vous lancez le projet par la exactement. suite. C'est combien initialement qu'il faut pour... Bon, je vais donner une Ouais, une fourchette. fourchette. Oui. Voilà. Donc, ça part de 10 millions à 15 millions Ça, c'était pour pour la phase pilote de quoi? De combien de kiosques? d'un seul kiosque. D'un seul. Oui, parce que la phase pilote, on a commencé avec un kiosque. Et du coup, pourquoi avoir décidé de franchiser à 8 millions alors que initialement ça a coûté 15 millions? Bon, parce que déjà, même les 8 millions, quand on dit, il y a des personnes qui sont là, c'est trop cher. Non, c'est comme si ça. Il y a même dans les commentaires, quand on s'était lancé sur les réseaux, il y a une personne qui a dit, moi, je peux faire ça là, à tel prix. C'est trop cher. J'ai regardé, puis j'ai souri, j'ai dit, OK, bonne chance. En tout cas, moi, je te souhaite bonne chance. On a fait ça parce que on s'est dit que pour une première étape, il ne faudrait pas qu'on soit aussi euh, cher. Même si on va pas gagner assez pour le moment, avec tout l'accompagnement qu'on fait, on a forcément des rentabilités. Voilà pourquoi on travaille tous les jours pour pouvoir chercher d'autres sources de revenus. C'est pas forcément, on s'assure pas seulement sur le bénéfice de la vente d'un kiosque. Il y a aussi l'approvisionnement qui permet de générer des revenus. Les approvisionnements après le premier approvisionnement, c'est toujours vous qui gérez. Oui, Et cette fois-ci, c'est à la charge du franchisé. Exactement. Vu qu'on travaille avec des producteurs. Donc, quand cette personne souhaite être approvisionnée, cette personne nous contacte et nous, on envoie directement les produits. Donc, il y a aussi un flux d'entrants qui rentre dans notre caisse. Il y a aussi l'accompagnement. Quand on le fait, il y a des équipes qui viennent superviser. Il y a l'entretien de la clim, il y a la maintenance, les gadgets qu'on donne, il y a tout ça et l'accompagnement. Donc, il y a des redevances mensuelles. Ah, d'accord. Et les redevances mensuelles, ça s'élève à combien? 3% du chiffre d'affaires. OK. 3% du chiffre d'affaires mensuel. Oui. OK. Ouais, ça reste bien. Oui. C'est bien. Je me disais que je me demandais si c'était pas à perte. Parce que si lancer un premier prototype a coûté entre 10 et 15 millions, venir revendre à 8 millions, ça a vite l'air d'être vendu à perte. Oui et non. Pourquoi? Parce que quand on lance un projet, il y a des erreurs qu'on commet. Et quand on reproduit, on se dit, ah, comme on a fait dans un premier temps, on n'a pas peut-être eu l'expérience ou l'idée de pas faire comme ça. Alors que quand on refait, il y a des risques qu'on ne prend plus. Donc, on va dire, la première phase qu'on lance, c'est pas forcément pour avoir un retour bénéfique ou un grand retour sur l'investissement. Mais au fil du temps, quand on continue à travailler, on développe des stratégies pour éviter aussi des pertes. Donc, la première phase, c'est vrai qu'il y a eu un peu, on va dire, de laisser aller, il y a eu des pertes. Mais après, ça va, on arrive à gérer.
Non, je comprends, mais c'est vrai. C'est vrai qu'au départ, quand on lance quelque chose, on n'a pas forcément les infos sur tout. Et Exactement. puis, à force, peut-être même dès le deuxième Le deuxième. test, dès Voilà. le deuxième exercice, on se rend compte que on aurait pu faire ceci de meilleure manière pour économiser à tel niveau en termes de temps, d'argent, d'énergie, tout ça. Exactement. Donc, ouais, c'est totalement logique, c'est bien aligné, tout ça. Écoute, Noah, dans ton introduction, dans ta présentation, je t'ai présenté en tant qu'étudiante. Aujourd'hui, comment tu gères une entreprise florissante qui a cette ampleur-là, et puis ta vie d'étudiante? C'est pas facile, je l'avoue. Ah, forcément, ça n'a pas l'air facile. C'est pas facile. Mais après aussi, j'ai délégué certaines tâches parce que je pouvais pas tout faire moi-même. Donc, c'était un peu plus compliqué pour moi à l'école parce que arrivé à un certain moment, je tirais les cours. On convoquait même ma maman. Mais tout s'est mis en ordre parce que l'école même voit ce que je fais. Ils savent que je suis entrepreneur, je me lance dans une activité, il n'y a pas forcément le temps. Donc, avec eux, on a essayé de parler, ils ont vu et ils ont dit, d'accord, tu vas rattraper des cours. S'il y a des notes à rattraper, tu vas rattraper, mais fais l'effort d'être là quand tu peux. Donc, parfois, je vais à l'école et quand parfois j'ai des rendez-vous ou des partenariats, si j'ai de grands rendez-vous, soit je peux envoyer mon assistante ou si c'est vraiment, vraiment sérieux ou important, ou moi je dois être là, je prends la permission à l'école et puis je pars. Et pour avoir la permission à l'école, c'est pas compliqué. Je veux dire, tu l'as dit ouvertement, ah, j'ai un rendez-vous important pour mon entreprise. Avant, je disais, je me sentais pas bien. Mais ils ont vite compris, ils ont su que Ils te sont jamais mis. voilà, parfois, en vrai, je dis juste que je me sens pas bien, je vais passer à l'hôpital. Et parfois, je dis la vérité, je dis à madame la directrice, voilà. Et je vous promets que je vais revenir. Je finis rapidement, je reviens. Et ça crée pas, bon, ça peut paraître méchant de dire ça, mais ça crée pas des écrits. Des écrits, bon, si ça crée des écrits, moi, je les calcule pas, en vrai. Non, mais quand tu dis tu les calcules pas là, je pense que tu parles de gens qui ont ton âge, qui, au lieu de choisir de te prendre comme modèle, vont plutôt s'ingérer dans une posture je sais pas moi, de concurrent. Mais quand tu vas dire à ta directrice, bon, peut-être, écoutez, madame la directrice, je ne vous connais pas du tout, c'est absolument pas contre vous, c'est juste me poser une question. Mais la directrice qui a 2 fois ton âge. Oui. Voilà, que ses enfants, son mari, son frigo, qu'on va voir que toi, tu dois aller à un rendez-vous important pour ton entreprise, donc tu demandes une permission. Ça crée pas des aigris? Avant, je me rappelle, un jour, j'avais des heures d'absence. Et quand je suis venue, je devais justifier. Donc, quand j'ai dit, ah, madame, vous savez, je travaille, parfois, elle me dit, tu travailles, moi aussi, je travaille. Ah, voilà. Je n'ai pas la seule qui travaille ici. J'ai dit, Ah, mais forcément. mais j'ai dit, oh, moi, c'est vrai, mais madame, vous savez, comme c'est, actuellement, on est un peu débordé. Voilà pourquoi je tiens un peu les coups. Elle m'a même dit, mais il fallait pas t'inscrire cette année. Mais je peux pas, en fait, vu que c'est ma dernière année de licence, je fais tout pour pouvoir valider cette année. Et puis, bon, voici, je vais continuer en master ou me reposer pour le moment et continuer après. Mais je compte passer le master. Donc, est-ce que tu penses qu'on peut parler de finances, de rentabilité? Ça dépend. Ça dépend? Oui, ça dépend de ce que tu veux savoir. Oui, j'aimerais qu'on parle à l'heure actuelle, qu'on parle de rentabilité, quoi. Est-ce qu'on est à combien environ de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est bénéfique? Parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs dans leur première, Proxy Market vit depuis combien d'années déjà? 1 an et demi. Depuis 1 an et demi. Il y a des entrepreneurs qui mènent des projets qui ne sont, par exemple, pas rentables avant 3 ans. Ouais. C'est pas que ça sera jamais rentable, que ce sera rentable, ça sera très, très bien rentable. Mais avant 3 ans, c'est difficile à gérer, c'est toujours pas rentable. Donc, à l'heure actuelle, après 1 an et demi de vie, en termes de chiffre d'affaires, on en est où? Et est-ce qu'on peut évaluer la rentabilité en pourcentage? Actuellement, Proxy Market fait un chiffre d'affaires de 53 millions. C'est annuel? Oui. 53 millions annuels. Annuel. OK. Quand j'essaie d'évaluer les entrées et sorties, le pourcentage de rentabilité, c'est quoi? Le pourcentage de rentabilité, je vais aller autour de 60%, comme ça. 60%. Ah, c'est super. Et en termes de vision, sur 5 ans, est-ce que tu vois, enfin, forcément, tu vois évoluer la rentabilité, mais quelle est ta vision sur 5 ans pour Proxy Market Group? En termes de chiffre d'affaires? De produits, voilà. Ah, OK. Dans 5 ans, je vois Proxy Market comme la référence en matière de distribution alimentaire de proximité dans toute l'Afrique, voire même le monde. Hein. Parce qu'on ne veut pas juste arrêter en Côte d'Ivoire. On veut déjà, si Dieu nous le permet, d'ici fin 2025, aller nous installer aussi au Sénégal, au Mali et au Tchad parce qu'il y a des demandes. Mais actuellement, par faute de logistique, on ne peut pas se permettre de nous installer un peu partout parce qu'on n'a même pas encore couvert toute la zone d'Abidjan, on va dire la Côte d'Ivoire. On n'a pas encore couvert cette zone-là. Donc, Proxy Market, je veux voir dans 5 ans comme une référence. C'est-à-dire, quand on parle de produits alimentaires de proximité, c'est Proxy Market. Moi, je pense que, je sais pas, je m'y connais pas beaucoup, mais je pense que ça sera pas difficile, hein, parce que j'avoue que je connais pas d'autres structures
qu'ils fassent la même chose. Oui, moi aussi. Ouais, j'ai entendu parler de ce truc-là directement avec Proxy Market. Donc, normalement, ça devrait pas être compliqué d'arriver à atteindre cet objectif. En tout cas, si vous gardez le cap, le professionnalisme, la résilience et l'audace qui va avec, ça devrait être facile. Bon, pas facile, gérable, on va dire. Oui, Ça devrait être gérable quand même. C'est une jolie vision sur le long terme. Mais est-ce que tu as aussi une vision financière dans 5 ans? Oui. Je sais pas si tu espères, mais tu penses que le chiffre d'affaires pourrait être à combien annuellement? Si on imagine que dans 5 ans. 300 millions, pourquoi pas? 300 millions. 300 millions l'année. Là, on a pris les 5 ans. Hein. Oui. On est en Côte d'Ivoire, on est au Sénégal, au Mali, au Tchad. Ça, c'est peut-être en fin d'année, cette année 2025. Sinon, c'est pas forcément dans ces 4 pays que j'ai cités seulement qu'on sera un peu partout en Afrique. Donc, c'est comme moi, je trouve que 300 millions, c'est peu. Ça peut, voilà, en fait. C'est peu. Sinon, si on part sur la base de ces 4 pays, c'est ça. Mais on veut s'étendre un peu partout en Afrique. Est-ce que tu subis une certaine pression? Peut-être une pression que tu te mets toi-même, ou alors une pression que déjà, même tu es aîné de famille. Oui. Je dis ça pour pouvoir les aînés de famille. Vous avez ce truc-là d'excessivement vous responsabiliser, vous voulez faire des trucs rapidement, apprendre de vous-même. C'est bien, mais franchement, moi, je suis dernière de famille. Zéro pression. Mon frère, il fait tout. Moi, je gère les bénéfices. Mais c'est bien aussi, les années de famille, que vous décidez d'autant être le responsable de vos frères. Mais après, moi, je me dis que c'est rattaché à une certaine pression que vous mettez soit vous-même, soit voilà, les petits frères, les parents. Est-ce que tu penses que tu payes les frais de cette pression? Pas forcément. J'ai dit que je me mets pas assez de pression. Parce que, vous savez, les gens ont tendance à se dire qu'ils doivent à tout prix réussir avant 30 ans. Voilà. Et moi, c'est pas cette vision-là que j'ai. Déjà, tout projet prend du temps. Pour la rentabilité, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la résilience parce que on échoue, on apprend et on se relève. Donc aujourd'hui, moi, je vais pas dire que je me mets une certaine pression pour réussir parce que j'ai déjà un exemple à la maison. Je me mets pas la pression pour réussir parce que déjà, Proxy Market, on va dire, c'est par passion que j'ai fait. Pas forcément pour réussir, mais je voulais me montrer aussi que je pouvais mettre des choses en place. Et même si on me disait, tu es petite, je peux mettre quelque chose en place quand je suis petite. Déjà, c'est par passion, c'est par amour pour le business de ma grand-mère. Et je me mets pas assez de pression. C'est vrai que je me dis, peut-être, dans 5 ans, Proxy Market se voit comme si, mais on met tout dans la main de Dieu. Si on n'a plus, alhamdulillah, si on n'a pas plus, on va apprendre de nos erreurs et puis on va continuer à travailler possiblement. Ouais, c'est super. Là, ça me donne envie de parler directement d'échecs. J'imagine que dans le lancement, tu as dû connaître des moments d'échec quand même. Tu pourrais me donner quelques anecdotes, mais vraiment, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est difficile. L'entrepreneuriat, c'est pour l'effort. Tu penses à quelle anecdote, quelle expérience de fou que tu as vécue qui t'a fait rendre témoignage? Moi, je vais dire que je vais pas parler forcément d'entrepreneuriat, mais je vais dire un truc. Quand on a un projet, quand on sait que ce projet-là a un potentiel, c'est pas tout le monde qui faut en parler. Parce que comme on le dit, il y a des voleurs de projets. Et ça existe, hein. Moi, je croyais pas. Moi, je voyais tout était parfait. Et puis moi, c'est ça mon problème. Je fais confiance assez rapidement. Et une fois que je suis à l'aise avec une personne, je fais confiance directement à cette personne, j'ai tendance à parler, à raconter ce que je veux faire, mes visions et autres. Pourtant, parfois, c'est pas à tout le monde qu'on me dit. Donc moi, c'est que moi, il y a une personne qui a voulu shipper, on va dire, mon projet. Proxy Market? Oui, qui a voulu shipper mon projet Proxy Market. Et donc, c'est là que moi, j'ai su que c'était pas facile de pouvoir entreprendre. Parce que, c'est-à-dire, tu te casses la tête, tu mets des trucs en place. Il y a une personne je vais pas dire de mauvaise foi, une personne de bonne foi qui se lève. Non, c'est pas de bonne foi. Je veux pas dire que c'est une personne de Non, mauvaise foi. c'est purement de mauvaise foi. Mais tu vois à quel point une personne se bat pour pouvoir s'en sortir. Et toi, tu viens parce que je veux pas dire que tu as un pouvoir parce que tu n'as pas le pouvoir, mais vouloir prendre ce projet pour te l'approprier alors que c'est pas ton projet. Donc il y a ça. Moi, quand j'ai vécu ça, j'ai pleuré, j'étais dégoûtée, il restait un peu, j'allais dire bon, ça va, on stoppe tout. Mais il y a la famille, il y a les amis, il y a Dieu également. Quand tu te confies, tu pleures. Moi, quand j'ai un problème, je pleure. Même si je vais pas pleurer devant les gens, je finis, je vais rentrer, je vais aller pleurer. Après, je reviens tranquille, comme si j'ai pas pleuré. Donc, c'était ça. Il y a ça. Et aussi, lors des escalations, comme je l'ai dit, ce petit côté-là, ça va vraiment fatiguer. C'est un peu comme moi. Oui, parce que tu viens, tu dis, cet espacement, il est bien. On dit non, on peut pas s'installer ici. Je suis victime. Finalement, je te dis, mais on va s'installer où, en fait? Donc, il y a ça. Et puis aussi, le financement qui n'était pas assez facile dès le départ. Mais voilà, quoi. La partie qui m'a fait mal, c'est ça. La partie administrative, les autorisations, tout ça, c'est toi qui vas chercher? Non, j'ai délégué de personnes pour ça.
Plus âgé. Oui, oui. Pourquoi? Je me suis dit que je peux pas tout faire moi-même. Ça, c'est un, parce que moi, je m'occupe beaucoup de la partie communication de l'entreprise. Et je me suis dit que c'était pas peut-être mon rôle de partir voir les mairies. Je peux accompagner, je peux partir en tant que responsable, mais c'est pas moi qui vais faire les démarches administratives. J'ai décidé de mettre une personne, un homme, en l'occurrence, devant, pour pouvoir gérer ce petit côté administratif avec eux. Moi, je peux pas aller là-bas parce que je pleure vite. Non, en fait, je demandais parce que je me dis, ah, vraiment, je déteste pas les agents de la mairie, tout ça. Mais en général, là, ils sont toujours de mauvaise humeur. Aigri. Ils sont un peu beaucoup aigris, tout ça. Oui. Ils vont voir une petite dame de la petite vingtaine. Et puis, ça aussi, ça peut paraître comme un compliment ou pas du tout. Mais je n'ai même pas l'air d'avoir 20 ans. En vrai, Oui. tu n'as pas l'air d'avoir 20 ans. Oui, je comprends parce que un jour, il y a un monsieur qui m'a vu, m'a dit: «Ah, c'est toi la petite Proxy Market?» Je dis: «Oui». Et toi, tu sais que j'avais toi. Tu vois? Je dis de montrer ma carte ou bien parce que je sais pas, en fait, je comprends pas. Mais lui, on les disait quoi? Il prétendait que tu étais quoi, plus âgé? Plus âgé. Non, non, je disais que tu avais peut-être moins âgé. Waouh! Oui, c'est vrai que, oui, tu as la posture d'une jeune dame, mais après, ton visage allait avoir 17 ans. Ton visage allait avoir 17 ans. Non, mais Non. t'imagines pas aller rencontrer des gars féroces de l'Amérique pour on ne sait quelle raison. Ils se sont réveillés fâchés. Bon, après, moi, ma maman m'a toujours mise à l'épreuve. Moi, j'aimais pas aller au plateau, à la mairie pour faire mes papiers, moi-même mes papiers. Mais quand j'étais à partir de 4e, maman m'a dit: «Tu vas aller faire tes papiers toi-même au plateau». Je savais pas comment faire. Elle dit: «Tu sauras». Putain, moi, c'est une formatrice. En fait, je savais pas et moi, je voulais pas, hein, mais c'est elle qui me disait: «Tu vas aller, tu prends tel bus, numéro. Quand tu arrives, tu descends, tu demandes, ils vont t'indiquer, tu t'en vas, tu dis: "Tu veux faire certificat de nationalité"». Donc, avec la mairie, je pense que quand je m'en vais pour faire mes papiers, en fait, moi-même, moi, il y a des comportements que je supporte pas. Ça m'énerve assez vite. Une personne qui méprise une autre personne ou tu me prends de façon hautaine, je déteste. Je suis désagréable aussi avec toi parce que j'aime pas, en fait, quand on me rabaisse ou quand on me dise que tu es trop petite. Non. Ou parce que je suis petite, tu vas pas m'apporter le respect que je mérite. Non, je veux vraiment pas ça. Donc, comme moi, je m'énerve aussi un peu rapidement quand il y a ce genre de comportement, je préfère déléguer une autre personne qui a un sang-froid, qui peut mieux parler avec ce genre de personnes et puis continuer des choses. Je vois, tu gères bien. Ça me donne envie de te demander, actuellement, Proxy Market compte combien d'employés? Parce que tel que tu décris là, ça a l'air d'être super structuré, chacun son rôle, Mhm. tu délègues beaucoup. Donc, ça te permet toi aussi d'être allégé et puis bon, de Ouais. vivre convenablement et tu n'as pas l'impression de tout gérer. Oui. Donc, il y a combien d'employés actuellement? On n'a pas dit employés, parce que si on veut partir sur la base d'employés, ils ne comptent pas, on va dire une dizaine d'employés. Et puis, en total, ça fait une vingtaine de personnes qui travaillent avec moi. Et puis, il y a des employés dans les kiosques. Ça, c'est pas forcément moi, mes employés. Ce sont les employés des franchisés. Moi, je travaille aussi avec ma famille, donc c'est de façon bénévole. Et il y a des personnes que je paye. Donc, on va dire au total 20 personnes à mon compte. Mais écoute, tu as dit qu'il y a 10 employés. Au total, il y a 20 personnes. Il y a 10 employés. Les 10 autres, ils ont quoi comme statut? Ils sont employés. OK, donc il y a 20 employés au tout. Avec à côté les employés qui travaillent directement dans les kiosques, les employés des publicités, tout ça. Mhm. Je vois. Est-ce que tu fais appel à des cabinets externes pour gérer peut-être la comptabilité, ce genre de choses? Oui. Sur ce volet-là, oui, je fais appel à certains cabinets. Et même sur le volet communicationnel, je travaille avec des personnes qui en travail, on va dire, en symbiose. Quand j'ai besoin de quelque chose, je les contacte, ils viennent, mais on travaille ensemble. Donc, sur le volet communicationnel, il y en a, sur le point juridique, il y en a, et aussi financier. Financier, ils gèrent quoi? La La comptabilité. comptabilité. Des cabinets externes? Oui. OK. En fait, moi, je demande ça comme ça parce que je pense que tu es la deuxième personne que je reçois qui dit faire appel à des cabinets externes pour gérer la comptabilité. C'est mieux de faire confiance à une personne que tu connais pas qu'à une personne que tu connais. Pourquoi? En business, si je peux pas mettre une personne en prison, faut pas travailler avec cette personne. Si, par exemple, je fais appel à un cousin et que, il fait un truc qui n'est pas net, je peux pas aller le mettre en prison parce que c'est la famille. Ah, ça dépend de toi. Ah! Ils vont me faire trop de pardon, pardon. Ça, vraiment, ça dépend de chacun. Sinon, moi, le business, c'est le business, hein. Même si tu es mon frère, après toi, c'est moi. C'est le business. Donc, Non, il y a trop de demandes. C'est préférable de faire ça avec une personne ouais, c'est vrai que c'est plus simple à gérer quand vos relations ne sont que professionnelles. professionnelle. On sait que tout ce qui nous lie, c'est le travail. Voilà, il y a pas trop d'émotions. C'est ça. Au niveau du travail, s'il y a un quoi, on le voit à la justice tranche, on On se avance. libère. Alors que s'il y a d'autres relations à côté, si au niveau du boulot, il y a des points de blocage, on va essayer de faire appel aux forces de l'autre relation pour essayer de... Ouais, c'est plus simple. C'est bien. En vrai, on a parlé de vision long terme, on a parlé de tout ce qui est technique, hein, vision long terme, on a décrit le projet, on a parlé de financement, de rentabilité.
On n'a pas parlé d'équilibre. OK. On n'a pas vraiment parlé d'équilibre. On a un peu parlé de comment tu gères l'école. Oui. C'est ça. Mais à côté de l'école, je ne sais pas si c'est moi qui aime trop vivre, mais à côté de l'école, il y a d'autres choses. Tu vois, il y a la jeunesse, il y a sortir avec ses amis, il y a avoir des relations amicales profondes, des relations amoureuses. Il y a plein de choses à gérer. Comment tu gères tout pour rester en équilibre? Comment tu t'évites le burn-out? Avec mes amis, on essaie tant bien que mal de s'organiser parce que oui, je suis jeune. Parfois, il faudrait aussi que je m'amuse. Avec mes amis, ils savent déjà que je suis occupée, mais on arrive à trouver des petits moments à passer ensemble. On organise peut-être une journée resto, euh, une journée détente, on sort. C'est toi qui payes. Mais écoute, si j'ai une amie riche, je dois payer. Non, je vais pas dire que je paye. On va dire que on se complète. Oui. Toute la journée, c'est Non, non. Je vais pas dire que... toute la journée, tu peux Je payer vais tes pas dire amis. quelque chose pour nous regarder dans la caméra. Non, mais je porte une responsabilité. Hein. Je joue un grand rôle. Non, mais Non, je pense que toi, tu dois tout le temps payer. En non, fait. mais non, non, Si t'es l'ami riche, je ne sais pas. non, mais ça gère. Mais je vais pas dire ça. Mais bon, ça va, on a compris. De toute façon, c'est ce que nous, je souhaite. Hein. On sait que tu payes pour tout le monde parce Oui. que tu es l'ami riche du groupe. Ah, ouais, ça coûtera rien dans tes millions de nous payer un restaurant. À nous 5, par exemple. Donc ça va, ça va. Mais alors, tu n'as pas de... Tel que je l'ai dit, là, ça allait être très fluide d'être en équilibre, tout ça. Je me demande si les humeurs de chaque aspect de ta vie n'interagissent pas dans les autres aspects. Tu vois. Par exemple, en ce moment, Proxy Market me fait un peu galérer. On commence à avoir beaucoup de destruction de nos kiosques. On a beaucoup de retours sur les produits, etc. Et pendant ce temps, il y a mes amis à côté qui n'arrêtent pas d'organiser des sorties chaque week-end. Non, je vais pas. À l'école, il y a les examens, je m'en sors pas. J'ai manqué plein de cours, donc les résultats ne sont pas du tout bons. Comment tu gères tout ça? Déjà, avec mes amis, on ne sort pas assez. Au pire, ils partent sans moi parce que ils disent, tu n'as jamais le temps. Nous aussi, on travaille. Toi, tu veux dire quoi? J'essaie d'être équilibrée, mais c'est pas tout le temps évident que moi, je sois au sorties. La preuve, il y avait le mariage de ma grande sœur le mois passé. J'étais même pas là. Le mariage de ma sœur. J'étais pas là. Mais qu'est-ce que tu faisais? J'avais un rendez-vous super important Qu'on ne pouvait pas décaler? que je ne pouvais pas décaler malheureusement. Et puis la date du mariage, je l'avais pas à l'avance. C'est comme si on nous a dit, bon, tel jour, on fait le mariage. Ça trouvait que moi, j'avais déjà calé un rendez-vous super important et je pouvais pas rater. Si le mariage de ma soeur, moi, j'ai pas assisté, c'est pas au sorti que je vais tout le temps être présente et mes amis savent que doivent être fâchés, hein? non, mais pas du tout. J'arrive à les blaguer. Ouais, c'est... En tout cas, pour les blaguer, là, quand vous sortez, il faut payer. Je sais pas pourquoi tu veux pas payer, mais quand vous sortez, tu dois payer. C'est comme ça. Comme ça, tu les blagues bien. J'ai compris. La prochaine fois que vous sortez, il faut payer. Il n'y a pas de souci. C'est bien de payer souvent. D'accord. Écoute, Nora, ça fait un petit moment qu'on se parle. L'échange est super fluide. Moi, j'avais totalement épousé l'idée de Proxy Market. J'aime déjà beaucoup. Franchement, je ne doute pas du fait que dans 5 ans, ça sera la référence, quoi. Parce que déjà, il n'y a pas tellement de concurrence. Et puis, c'est si bien structuré. C'est magnifiquement structuré. Ça avance dans beaucoup de sûreté. Je me dis que tel que vous avez presque tout anticipé, là, même s'il venait d'y avoir des sinistres, il y a de bons amortisseurs Oui. et puis il y a de bons moyens de relancement. Donc, je pense que dans 5 ans, ça m'étonnerait pas du tout qu'il y ait Proxy Market dans les rues du Mali, Oui. du Sénégal, du Tchad, tu vois. Why not même en dehors du continent? Hein? Ça pourrait, il n'y a pas de frein, ça peut servir totalement. Donc, j'ai presque envie de dire que notre échange autour de Proxy Market tirait presque à sa fin. Mais ce serait beaucoup trop simple. Ce serait un peu facile quand même. OK. Donc, j'ai envie qu'on fasse un truc différent, qui sera plus décontracté, moins pro. Parce que là, on a vendu Proxy Market, on en a parlé, c'était super. Mais on va faire un truc un peu plus détendu. D'accord. J'ai une petite box. Ouais. Une petite box, c'est rien d'extra. Je garde des bouts de papier dedans. Okay. La petite idée, c'est que tu me tires un bout de papier, que je te dise à l'autre voir ce qu'il y a dans le... Non, il n'y a rien d'extra. Non, mais t'inquiète, il n'y a rien d'extra. Que tu tires, et puis que tu me dises à quoi ça te fait penser en termes d'expérience folle. Tu vois. Genre, tu peux tomber sur un mot qui te dit... je vais essayer de dire un mot qu'il n'y a pas dans le bout de papier. D'accord. Qui te dit... pauvreté. Je vais dire au pif. Et puis, l'idée, c'est que tu nous racontes une anecdote drôle ou pas, poignante ou pas, qui, voilà, à quoi tu penses directement quand tu lis le mot pauvreté. OK. Malaise. Ouais, malaise, gêne. Voilà. OK. Je vais raconter une histoire. J'étais au primaire
il y avait une fille dans la classe avec qui tout le monde s'entendait pas. Mais malheureusement, je sais pas si je dis malheureusement ou heureusement, elle et moi, on n'avait jamais eu de problème. Elle venait même parfois chez nous à la maison. Et puis, il y a ma cousine qui était au dîner, elle est venue. Donc, elle était petite, elle était au primaire. Moi, j'étais au CE2. Donc, moi, j'étais, ma petite soeur, ma petite cousine, elle avait fini les cours. Donc, elle était venue s'asseoir devant la classe. Elle m'attendait. Donc, la fille que personne ne s'entendait avec, elle est sortie. Elle a donné un médicament à ma petite soeur de boire. Donc, quand moi, je suis sortie, on dit, Noura, ils ont donné le médicament à ta petite soeur. Non, moi, je viens. J'ai dit, pourquoi tu lui donnes le médicament? Pourquoi tu lui donnes le médicament? Donc, on a commencé à se chamailler. Et elle a pris sa main. J'ai dit, monsieur, mon cou, je me suis évanouie. Je me suis, je me suis évanouie. La défenseur. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'on était chez les parents de la fille. Toute l'école, tous les élèves de l'école, ils se sont ramassés. On est partis chez les parents de la fille. On dit, elle m'a frappée juste quand je me suis évanouie. Donc, depuis ce jour, quand on partait à l'école, la fille, je sais pas si je dois dire son nom ici, mais ça fait rire, en fait. Elle s'appelle Kanouté. Donc, quand je parlais, elle me dit, tu t'étais pas. Kanouté va venir te verser. Donc, depuis ce jour, elle et moi, on se parlait plus. Mais on se voit, on a toujours dit, hein, je la vois dans la rue, mais on se parle pas. Parce que je veux pas qu'elle me tape encore. Tu n'as jamais voulu te poser? Non. Si celle-là m'a tapé deuxième passeport. Ok, il m'attendait pas à ça comme expérience, en vrai. Je pensais que tu allais me raconter des trucs moins drôles, mais c'était bien. Du coup, vas-y, tire un autre parti. Ça sera peut-être le dernier, mais tire un autre. OK. Commentaire. Ouais, un commentaire comme des avis de gens qui te connaissent ou pas. Quelque chose qui t'a marqué, qui t'a dérangé, voilà, c'est une autre chose. Quelque chose qui m'a dérangé dans les commentaires, c'est quand il y avait une page qui mettait en avant les startups. Et je partais regarder les commentaires parce qu'on avait identifié. Et quand je voyais des personnes qui disaient, mais ce qu'elle a fait, c'est pas ingénieux. Tout le monde peut faire. Elle a juste eu de la chance. Ça m'a touchée. Mais on m'a dit de ne pas répondre aux commentaires négatifs, me laisser. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des personnes qui ont répondu à ma place, qui m'ont dit, si c'était facile, pourquoi toi, tu n'as pas fait? Donc, il y a des personnes comme ça qui prennent ma défense même, qui me connaissent pas et qui prennent ma défense. Et moi, avant, j'avais du mal avec les mauvais commentaires que les gens laissaient. C'est cher. Ça, non, on peut faire. C'est quelque chose, je sais quoi de nouveau. Ça, c'est le supermarché, les boutiquiers. Avant, ça me faisait quelque chose, mais maintenant, je me dis, vas-y, quoi, genre, je vais pas m'attarder dessus. Si c'est facile, faites. Le truc même avec les gens qui laissent ce style de commentaires, au fur et à mesure que le projet prend de l'ampleur, tu vas te rendre compte que ces personnes-là, ce sont tes futurs clients. Parce qu'en vrai, ça les intrigue. C'est pour ça qu'ils essaient de trouver des alternatives. En mode, ça m'intéresse, mais comme financièrement, à cet instant précis, je ne peux pas, Voilà. je vais essayer de trouver une solution de contournement. C'est ça. Mais ils trouvent pas les solutions de contournement. Ouais, ouais. Donc, à la longue, ils reviennent sur le projet. Donc, ça devrait même pas tant que ça te déranger. Moi, Voilà. j'aurais été à ta place, ça me revient. Chacun donne son avis, ils ont le droit de donner leur avis. Et voilà pourquoi je ne comprends pas. Ouais, c'est super de réagir comme ça. Écoute, nous, on a fait le tour. J'aurais aimé qu'on continue notre petit jeu, mais il risque de vraiment déborder. Oui. Alors, on va terminer sur notre petite question de la fin, la question des conseils. Les conseils que tu aurais aimé recevoir avant d'entamer ton projet, ta vingtaine et tout ce que tu tiens actuellement dans ta vie active. Et après, les conseils que toi, tu choisirais aux autres, justement, pour avoir vécu toutes ces choses. Tu sais des choses aujourd'hui que tu veux enseigner aux gens. Fais-toi plaisir. Ce que moi, j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans le projet, c'est de ne pas faire confiance à tout le monde, de ne pas exposer son projet à tout le monde quand il n'est pas encore concrétisé. Et aussi de beaucoup écouter aussi nos parents. Parce que mine de rien, ils font très qu'on les écoute. Et c'est un peu ça. Maintenant, le conseil que moi, je pourrais donner aux futurs entrepreneurs, c'est d'avoir vraiment la patience. Parce que tout ce qu'on montre n'est pas forcément tout beau. C'est ça. On montre ce qu'on a envie de montrer. Et derrière, il y a des étapes qu'on n'arrive pas à franchir. Il y a des étapes où quand on a franchi ces étapes, c'est pas facile. Donc, faut avoir de la patience, de la persévérance. Il faut prier. Il faut vraiment prier parce que, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Il y a de mauvaises personnes. Il y a des personnes même qui sont pas forcément mauvaises. Mais comme on le dit, le mauvais œil, ça existe. Donc, il faut vraiment prier. Il faut tout confier dans la main de Dieu. Avant toute chose, il faudrait prendre, des avis des parents d'abord. Faut avoir la bénédiction des parents. Ensuite, il faut beaucoup prier. Avant de se lancer dans un projet, il faut vraiment analyser le pour et le contre. Est-ce que ton projet répond à une solution, à un problème? Est-ce que c'est une solution à un problème? Participer aussi à des masterclass, il y en a, et puis se former sur Dieu. Parce que on ne peut pas se lancer dans un projet quand on n'a pas d'expérience. C'est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, le conseil que moi je donne à ces personnes, c'est d'avoir la patience. Et surtout, l'entrepreneuriat, c'est pas qu'on commence en même temps qu'on est riche. Donc, il faudrait pas que ces personnes pensent que dès que tu te lances, tu as l'argent. Pas du tout. Donc, c'est un peu ça. Surtout de la patience. Merci. On retient beaucoup de patience, de persévérance, de résilience. Et puis, je sais pas comment ça s'appelle. Ne pas être naïf. Oui, et aussi la croyance. Oui.
avoir la foi. Exactement. Et puis, beaucoup se confier soi-même, ses projets, sa famille, à Dieu, pour que, voilà, quoi, lui, il permette que les choses s'alignent au moment opportun. Je vais m'arrêter là, mais avant de clôturer, mais vraiment boucler notre épisode, nous ramenons ici, on a un petit rituel. Voilà, c'est un petit cadeau de remerciement qu'on remet à nos guests, à nos invités. C'est tout petit, c'est modeste, mais c'est symbolique, hein. C'est pour vous remercier d'accepter de passer. Et c'est aussi et surtout pour que vos idées ne fuient pas. Les entrepreneurs, les idées, ça vient tout le temps. On veut que vous puissiez les noter quelque part, peu importe où vous vous trouvez. Alors, on vous offre des carnets d'audacieux. Je dirais ça se présente comme ça, des tout mignons carnets pour que vous puissiez noter vos idées quand ça vient, et aussi pour que vous vous rappelez de nous à chaque fois que vous les teniez et que vous vous rappelez qu'on soutient vos projets, qu'on vous aime pour vos projets, que vous représentez les modèles de notre jeunesse. Merci Voilà. beaucoup. Alors, symboliquement, ton petit carnet d'audacieux est là. Merci beaucoup. Merci à toi d'être passé. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, nous, on se dira à très bientôt pour un nouvel épisode. Croyez en vous, concrétisez vos projets. Il n'y a pas de courage sans peur. Même si vous avez peur, foncez quand même. Ne vous focalisez pas sur la crise de la vingtaine. Il n'y a pas que la crise de la vingtaine. La vingtaine, c'est vraiment tout un champ de possibilités à conquérir. Alors, foncez, essayez, osez, soyez audacieux. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.